Salut, c'est Octobre, bienvenue sur Vicos. Je suis actuellement en train de revenir d'un tournage, donc c'est pour ça que ce visage est bien maquillé. Ça ne sera pas le cas tous les jours. Pour les viewers bien sûr, les auditeurs, vous en avez rien à foutre. J'espère que tout le monde va bien. Moi oui, l'hiver approche, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu dans l'hiver finalement? En tout cas, le temps gris est là, il fait froid. Certaines personnes rallument leur chauffage, tout doucement, et j'essaie de ne pas trop l'allumer. Maman, si tu passes par là, c'est de ta faute si j'ai un problème avec le chauffage. J'ai fait un épisode 2 de Vicos, le sujet étant les thérapies. Je l'ai monté et au dernier moment, l'épisode a craché. Ce travail m'a pris beaucoup de temps. Je suis un petit peu dégoûtée. Cela va sans dire. Mais bon, on va faire sans. J'allais dire on va faire avec, mais non du coup. La douloureuse réalité, c'est qu'on va faire sans. J'ai vu une interview de Sarah Forestier sur Quotidien qui parle de son retour au cinéma. Et Yann Barthès, lui demande pourquoi on l'avait pas vu à l'affiche depuis 3 ou 4 ans. Et elle répond que c'est elle qui a choisi ce temps, que c'était pas un temps forcé, c'est pas qu'on l'a abandonné, mais c'est elle qui a choisi de ne pas être sur les plateaux, parce qu'elle raconte qu'à l'époque, donc il y a 3 ou 4 ans, elle a fait un tournage sur lequel elle a été giflée par un homme, voire un acteur, qu'elle est partie du tournage, qu'elle a porté plainte, et que suite à ça, elle a choisi de prendre le temps de se reconstruire. Et elle parle du traumatisme, et elle dit souvent, on a l'impression que, je paraphrase, elle dit que souvent on parle de traumatisme et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Le mot n'a pas vraiment de poids, il peut être jeté un petit peu facilement, mais en fait il y a des conséquences réelles. Et elle en parle de manière très émue et très touchante sur le poids réel de ce mot-là. Et ça m'a beaucoup touchée. Et elle parle d'être une femme abîmée. Elle dit, donc là elle a rencontré, donc elle a refusé beaucoup de projets et le dernier projet qu'elle a accepté, elle l'a accepté parce que l'équipe était incroyablement bienveillante, et notamment la première assistante, je ne sais pas son nom, et que tout le monde avait compris qu'elle était traumatisée et que c'était une femme abîmée. Et elle fait un parallèle aussi qui est assez foudingue, c'est qu'elle dit, tout le monde pense que les femmes traumatisées sont des folles, alors que ce sont juste des personnes abîmées. Et ça, j'ai trouvé très beau parce que je suis profondément d'accord avec elle. J'ai l'impression que le traumatisme, c'est un mot qui est assez banalisé. On dit tout le temps « il ou elle a été traumatisé », mais est-ce que vraiment, quand on le dit, on met le poids réel qu'il y a derrière ce mot? Peut-être que c'est pas à utiliser à la légère, je me dis. Peut-être qu'il faudrait réapprendre à l'utiliser et pas l'utiliser pour tout. Enfin, pour des situations qu'on veut décrire de peur. Elle a peur de ça, ou elle est inquiète de ça, ou il est inquiet de ça, ou il est triste, et pas dire traumatisé à tout bout de champ. Parce que c'est un vrai terme qui porte vraiment un sens. Ça handicape, moi je pense vraiment. Dans Vicos, je parle du fait d'être une victime, et donc quand on est une victime, il y a la plupart du temps un traumatisme, conscient ou inconscient. Ce qui est difficile, en fait, ce que je me rends compte avec les mots en discutant avec vous, les mots ont leur importance et ont un poids de fou furieux. Et quand même, ça reste dur de les employer correctement et de faire en sorte que les gens comprennent ce qu'on veut dire exactement. Je m'explique. Moi, Octobre, étant une femme qui a subi plusieurs agressions et qui se reconnaît en tant que victime, quand je relationne avec quelqu'un de nouveau, que ce soit une amie, une partenaire amoureux ou sexuel, que sais-je, il faut que je pose des limites. Il faut que je sois claire dans mes limites. Et souvent ça nécessite un recul, une prise de conscience qui est vraiment pas simple. Et dans prise de conscience, j'entends arriver à poser des mots concrets sur un traumatisme, le définir et savoir quels sont nos besoins par rapport à ce trauma-là. Et je trouve que c'est un travail éreintant. Et on attend souvent des victimes qu'elles s'expriment de manière très claire, qu'elles puissent être en mesure de dire « Eh ben non, ça me pose problème, je suis pas d'accord avec ça, oui, ça je suis ok ». Je suis toujours un peu choquée et parfois même un peu fâchée quand j'entends des gens qui disent « Eh ben, mais elle aurait dû me dire qu'elle n'était pas d'accord avec ça ». J'ai souvent plein d'empathie pour la personne qui
qui n'a pas su dire, parce que peut-être que il ou elle n'avait pas pris conscience qu'il ou elle n'était pas d'accord. Peut-être que il ou elle n'a pas su juste le dire, l'a pensé très fort, mais ça n'est pas sorti. Peut-être que il ou elle était d'accord sur le moment, et puis que 2 secondes après, il ou elle n'était plus d'accord, mais qu'en fait c'est trop tard. Je trouve ça vraiment très compliqué, toutes les personnes qui se permettent de dire « Oui, mais c'est simple, il ou elle n'avait qu'à l'exprimer, je lui ai posé la question. » Non. Ce qui se passe à l'intérieur du cerveau de quelqu'un qui est victime, parfois c'est bien plus complexe que de répondre oui ou non. Et des fois j'ai envie que les gens soient un petit peu plus tolérants sur ce genre de discours. Et je pense que c'est aussi une façon de se dédouaner, de dire oui mais moi j'ai fait ça, mais parce que il ou elle m'a autorisé à le faire ou n'a rien dit. Je suis désolée, mais c'est culpabilisant quand on a fait une connerie. Et souvent, le reconnaître, c'est plus facile que de redire « oui, mais c'est de sa faute ». Non. Soit tu n'as pas vu les signaux, soit elle t'a dit oui ou il t'a dit oui, et finalement, en fait, c'était non. Ça peut arriver. Et le mieux, c'est d'en discuter, non ? Et de dire que la personne se sente libre de dire « écoute, par instinct, j'ai dit oui, sans vraiment réfléchir, et puis au bout d'un moment, je me suis pas sentie, j'ai ressenti non, et j'ai pas osé le dire, et voilà, je me sens mal. » L'autre en face a besoin de le savoir, qui plus est, si c'est une relation qui va durer, qu'elle soit amicale ou plus. En fait, on a besoin de savoir si la personne, elle peut avoir une double pensée. Moi, j'aime bien quand mes amis me disent « t'es sûre que tu veux faire ça ?» Je dis ouais. Et ceux qui me connaissent vont me dire bon, Octobre, t'es toujours sûre ? Ah ouais, peut-être ça me fait chier, peut-être que... ouais. Et c'est pas pour engueuler l'autre personne. Bon, il y a des sujets qui sont plus difficiles, par exemple si c'est une relation sexuelle, évidemment là ça devient délicat, et c'est très complexe de démêler la situation entre agresseur, agresseuse et personne qui n'était pas en conscience, et ça c'est un vrai débat, et je pense, et c'est pas de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, plutôt un message de tolérance sur la façon de réfléchir des victimes. Moi j'ai tendance à toujours, et là je veux vraiment pas parler sexuellement du tout, mettons cet exemple de côté, mais par exemple une situation dans la vie de disponibilité, par exemple. Ouais, est-ce que t'es dispo cet après-midi ? Je vais dire oui automatiquement. Parfois, je me rends compte que j'en ai pas envie, mais souvent après coup. Et ça veut pas dire que j'étais pas sincère au moment où j'ai dit oui. Au moment où j'ai dit oui, j'étais très très sincère. Mais mon cerveau est construit de telle manière, et à cause aussi des agressions qui sont une forme d'éducation à la soumission. Les agressions, c'est quand même très compliqué à décortiquer psychologiquement. Mais en tout cas, ce que je comprends pour moi, pour mon exemple, oui, il y a une tendance à accepter très vite et à clairement, on va dire les termes, se laisser faire. Donc si quelqu'un propose, je vais tout de suite avoir tendance à dire oui, ok, puis après à réfléchir. Ce qui est très dangereux pour moi. Mais ça, il faut pouvoir en être consciente, prendre du recul, travailler là-dessus, faire une thérapie. Très important les thérapies. On en reparlera dans un autre épisode. Très important les thérapies, parce qu'en fait, si on décortique pas ce schéma d'agissement, on ne fonctionne que par impulsivité et que par schéma intégré, et on n'est plus en mesure de savoir le vrai du faux par rapport à soi. Et on rentre dans un schéma d'autodestruction, de rapport à soi qui est malsain, qui est violent, et le corps va forcément le manifester à un moment ou à un autre, et il a bien des manières de le faire, et parfois qui sont très violentes. De dire en fait ça va pas, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je suis pas d'accord avec les moves que tu fais. Et c'est pour ça que j'appelle vraiment, j'insiste, mais j'appelle à de la tolérance. Et oui, c'est fatigant. Enfin, du coup, j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont se dire, ouais, mais dans ces cas-là, si à chaque fois je dois vérifier, je dois toujours demander 3 fois, je dois. Ma réponse c'est oui. J'ai pas de contre-argument. Oui, tu dois. Mais parce que c'est fatigant de communiquer, de relationner avec des gens. C'est épuisant. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont bien tout seuls et toutes seules. Mais parce qu'en fait, ils n'ont pas les batteries nécessaires et l'énergie pour relationner, pour communiquer. En fait, c'est chiant.
Quand les gens disent, on entend souvent plein de gens, plein de couples actuels qui disent ouais, le mariage c'est compliqué. Et bien sûr, j'imagine bien. Tu restes avec une personne sur la ligne de départ, l'idée c'est toute une vie. Il faut communiquer tout le temps. Le temps fait que il peut y avoir des routines qui rendent moins facile la communication, mettre des mots sur des sentiments, il se passe plein de trucs. C'est un boulot de dingue. Et en fait, faut demander plusieurs fois. Alors pas tout le temps, mais pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très affirmés, qui sont très ancrés avec eux-mêmes et qui sont très sûrs d'eux et qui quand ils disent oui une fois, c'est oui une fois et non, c'est... Et qui arrivent à dire non et quand c'est non une fois. Mais bravo et tant mieux. Mais pas tout le monde ne peut le faire. Et un petit conseil aux personnes qui se reconnaissent dans ces cas-là, peut-être dites-le. Des fois je dis oui, mais je sais pas bien si c'est vraiment oui. Oui, il me faut un petit temps de latence. J'ai une amie qui, quand on fait des réunions, nous disait tout le temps... J'ai pas envie à la réunion, j'ai pas envie de faire ma conclusion à chaud parce que je suis pas sûre d'avoir tout bien compris et analysé. C'est-à-dire que moi, il me faut un jour de réflexion pour pouvoir faire un bilan et dire bon, bah, j'ai pensé ça, je suis pas d'accord avec toi, je suis machin. Bon, c'est pas des réunions de débat d'idées immédiats, évidemment. Je travaille dans le théâtre et dans le cinéma, donc quand on fait de retours, des fois, on peut vraiment prendre le temps et se parler sur plusieurs jours. C'est un système un petit peu à part. Mais elle pose sa règle du jeu. Nous, on est d'accord avec ça. Et quand il faut qu'elle aille plus vite dans ses réflexions et elle le fait. On accepte cette donnée-là et elle nous fait des comptes rendus hyper déconstruits, hyper intelligents et intéressants un jour plus tard. Et c'est ok. Je vois pas pourquoi on pourrait pas s'adapter sur ces modes de pensée-là, quoi. Attention, il y a une mouche. Moi, ça me fait très peur, les gens qui disent « Ouais, mais c'est chiant, mais de toute façon... Je me demande d'où ils viennent ces gens qui râlent comme ça, qui... Putain, mais d'où ils viennent, quoi? Ils me font chier. D'où ils viennent les gens qui... Il y a forcément qui soufflent, les gens qui soufflent. Il y a forcément un moment dans leur vie où ils seront contents et contentes de tomber sur une personne qui potentiellement leur posera 2 fois la question. Ou à leurs proches, ou à quelqu'un qu'ils aiment. Projetez-vous. Vous, les gens qui soufflez, si jamais vous soufflez et que vous avez quelqu'un que vous aimez très fort, qui est en situation de pas arriver à communiquer et qu'on lui pose 2 fois la question, et ce qui lui permet de pouvoir réaffirmer et réfléchir à sa position première. Moi, j'ai peur de... Enfin, c'est difficile pour moi de bien communiquer et c'est aussi la cause de plein d'échecs aussi de relations dans ma vie, que ce soit amicale ou amoureuse. Et j'apprends, je travaille dessus très fort. Et avec mes amis, dans lesquels j'ai extrêmement confiance, souvent il nous arrive de discuter en soirée et le lendemain de se dire putain, je t'ai dit ça hier et je le pensais pas vraiment comme ça en fait. Et c'est trop agréable de pouvoir revenir et dire et de pas laisser entériner ou traîner les trucs. Ça compte. Tout ça, ça compte de malade. Et on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Des fois, je dis des conneries, mais insupportables. Je m'étais engueulée avec une amie parce que j'ai dit quelque chose qui l'a blessée, mais parce que j'étais pas assez éduquée sur ce sujet-là. Et elle me l'a dit. Elle m'a dit, en fait, ça me blesse parce que, en fait, t'en sais rien du tout. Et tu te permets de dire quelque chose. La première chose que j'ai fait, c'est d'essayer d'aller m'éduquer sur le sujet pour pouvoir revenir et dire je suis désolée, j'ai lu, j'ai écouté des podcasts, j'en ressors plus informée, je me rends compte effectivement que ce que j'ai pu dire c'est une bêtise et on essaie de se pardonner et basta. Mais ça demande du boulot. C'est pour ça, n'ayez pas beaucoup d'amis parce que en fait, si vous voulez relationner super bien avec ces amis-là, faut bosser. Et alors je ne parle pas des relations amoureuses et sexuelles, c'est un bordel. Il y a pas longtemps, il y a un gars là sur un projet qui m'a demandé de définir quel était le risque dans la relation homme-femme. Et pour les schémas hétérosexuels, pour moi c'est la sexualité, c'est un risque énorme. On est à un endroit d'intimité fou, de vulnérabilité aussi. Faut arriver à dire ce qui est ok et ce qui est pas ok. Ça peut aller très vite dans la tête et dans le corps et ne pas pouvoir le dire en fait. Quand t'es victime d'abus, tu peux pas dire tout de suite. Il faut que l'autre soit hyper aux aguets, mais en même temps... La sexualité, c'est aussi un lâcher-prise, donc il faut pas trop réfléchir. Et à partir du moment où tu mentalises trop, en fait, t'es plus forcément dans le présent, dans le moment. C'est un équilibre hyper délicat. Et moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. Enfin, c'est difficile de relationner sexuellement quand on est une victime d'abus, d'agression sexuelle. Enfin, j'avais vu une meuf qui s'énervait contre un article de presse
qui parlait d'une ancienne victime de viol et que cette victime, je sais plus quel était le sujet de l'article, mais elle recouchait avec d'autres garçons et le journaliste disait si cette jeune femme réussit à faire l'amour avec quelqu'un d'autre après avoir subi un viol, c'est qu'elle est guérie. Et cette féministe disait non en fait, non. Une femme ou un homme qui a été agressé sexuellement et qui refait l'amour, ça ne veut pas dire qu'il ou elle est guéri. Pas du tout. Déjà, est-ce que ça se guérit ? C'est une question, je pense que c'est propre à chacun. Il faudrait faire une assemblée de victimes d'agressions sexuelles pour voir éventuellement s'il y a une majorité ou pas. Mais c'est extrêmement traumatisant, ça laisse des séquelles dans le corps, ça laisse des séquelles psychologiques très fortes, pas que dans la sexualité, mais dans le rapport au monde, dans le rapport au dehors. Je vous fais ça parce que le dehors c'est là chez moi. À l'extérieur, comment appréhender la rue, le métro, le monde, les gens, en fait, tout simplement. C'est extrêmement difficile. Et oui, parce que les victimes, ce ne sont pas des gens déconnectés de leur corps, ils peuvent avoir des désirs, des fantasmes, et d'un coup, ils se retrouvent à relationner sexuellement avec quelqu'un et devoir savoir tout faire, tout dire. J'aime ça, je n'aime pas ça, je veux ça. Mais en fait non, c'est quasi impossible. Dans le cerveau d'une victime d'abus d'agression sexuelle, je vais essayer de pas faire de généralité, mais je vais parler de mon exemple, il y a un espèce de brouillard constant. Pour aller mieux, il faut enlever ce brouillard et essayer de déconstruire le brouillard. C'est ça qui est très difficile, c'est de l'effacer petit à petit, et parfois ça apparaît très clairement qu'on est ok avec ça, très clairement, puis un autre jour ça va apparaître comme pas du tout possible, et il faut composer tout le temps avec ça. S'il y a quelqu'un là qui se dit « Oh putain, c'est vachement chiant », ouais c'est chiant, mais c'est pas chiant pour toi en premier lieu, c'est chiant pour moi d'abord, parce que moi ma vie c'est de la merde, il faut que je détricote tout le temps, il faut que je me pose des questions tout le temps, il faut que je prenne du recul tout le temps, il faut que je fasse des thérapies tout le temps, parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour m'aider à y voir plus clair. Enfin, c'est épuisant d'être une victime. Les gens qui ont l'audace de dire « Ouin, elle s'est faite violer, c'est trop chiant, faut lui poser plein de questions ». Frère, ta gueule. J'ai dit frère, c'est exprès. Parce que c'est pas souvent des meufs quand même. Ouais, c'est plutôt frère quand même. Frère, ta gueule. Ta gueule. S'il te plaît, ne te plains pas. Essaye d'avoir de l'empathie pour une personne qui est probablement encore plus agacée que toi, de pas pouvoir faire en sorte que sa vie soit plus simple et légère. Et les garçons, et les filles, mais les garçons, si faire l'amour avec une personne qui a été victime d'agression sexuelle, c'est chiant, ne faites pas l'amour avec elle. Ne vous prenez pas la tête, vraiment laissez-la partir, laissez-la être accompagnée par quelqu'un d'autre. Genre vraiment, vous prenez pas la tête, on est grave nombreux sur Terre, il y a plein de gens qui sont en pâte, pas en pâte de blé, mais empathiques. La blague était nulle. Il y a plein de gens qui sont dans l'acceptation, dans la compréhension et qui ont envie de relationner avec quelqu'un qui... C'est en ça que je dis que être une victime, c'est un handicap. Parce que ça vole quand même. Se faire agresser, c'est quand même se faire voler quelque chose. Enfin, vous le prenez comme vous voulez, mais il y a quelque chose qu'on perd définitivement et qu'on peut recoudre. Hein. On peut réparer, on peut remplacer. Je sais pas. Il y a quand même une partie de soi qui est perdue. Je suis persuadée que la vie, elle peut être très belle. Mais il faut aussi être conscient et consciente que c'est des déchirements profonds, internes, qui sont d'une violence incommensurable et qui ont un impact sur tout. Je me rappelle à une époque, quand mon trauma était vraiment très présent dans ma vie, je pouvais plus sortir de chez moi. Vraiment, poser la main sur la poignée de la porte et passer ce pas de porte, c'était impossible. C'était impossible et je n'étais bien que dans un lit avec une couette, dans un cocon. Et c'est un handicap, je veux dire, ça existe pour de vrai, c'est réel. Et si vous avez la grande chance de ne pas du tout comprendre ce que je raconte et de ne pas du tout apercevoir la sensation que c'est, je vous prie de bien vouloir me croire et de bien vouloir accepter cette situation même si vous la connaissez pas du tout. Je rencontre souvent des gens qui n'ont pas rencontré cette situation et qui se disent « Bah non, mais alors si je l'ai pas rencontrée, ça n'existe pas. C'est pas vrai, elle est flemmarde. » Non, il ou elle n'est pas flemmarde ni paresseuse. Il ou elle est juste dévasté, abîmé. Merci Sarah Forestier. Et même si tu ne comprends pas les possibles et divers
dysfonctionnement d'une victime. Accepte juste que c'est comme ça et continue ta vie. Voilà, c'est ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui. J'ai fait une publicité pour SIDAction et sur le consentement, dans le sexe et tout, et ça m'a inspirée, je pense. J'ai trop kiffé, c'était vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment hyper important d'avoir ce genre de paroles. Un petit coup de gloss pour mieux repartir dans la vie. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse fort. Mouah.